Bonjour cher maître. Bonjour, cher maître également. Donc vous êtes Sophie Ducamp-Monod, vous êtes notaire à Paris, vous êtes associé de l'office notarial nouvellement renommé 1791 notaire, Oui, je crois que c'est DMA 1791. DMA 1791. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? DMA, c'est allusion à mes initiales, Ducamp et associés. Et 1791, parce qu'en fait, l'office notarial a été créé en 1791. Donc, on a voulu rattacher dans l'histoire, l'office dans l'histoire. Ça fait, euh, Ça fait une belle histoire. C'est une longue histoire et c'est un des premiers offices, je crois, créés avec une compétence nationale pendant ces périodes troublées de la Révolution française. Oui. Alors, vous intervenez aujourd'hui sur les contrats de mariage, principalement dans les situations internationales. Oui, exact. J'ai compris que c'était quelque chose que vous faisiez beaucoup en votre étude. Pas seulement les contrats de mariage, nous accompagnons les clients dans un contexte international et à cette occasion-là, nous avons le réflexe de bien leur donner des conseils ou de réfléchir si On a coupé malheureusement un instant. c'est le cas. Donc, nous les accompagnons dans On a cette coupé un réflexion. instant malheureusement. On recommence? Ouais, vous en étiez à, on a le réflexe de leur demander de voir leur contrat de mariage. Oui, nous avons donc le réflexe de, lorsque nous avons des clients avec des connotations euh, étrangères ou de non-résidence, de bien se repositionner sur leur régime matrimonial qui est à quelque chose d'essentiel dans leur vie au moment où ils peuvent se séparer ou si l'un d'entre eux décède ou si l'un d'entre eux a une entreprise. Euh, c'est autant d'éléments essentiels. Donc la notion de régime matrimonial ne se pose pas uniquement au moment où on va se marier, mais tout au cours de la vie, si ça n'a pas été pensé du moins. Ok. Est-ce qu'il y a des pays, des langues ou des nationalités avec lesquelles vous interagissez particulièrement? Alors moi, je parle couramment anglais et espagnol, mais dans l'office, nous pouvons trouver des interlocuteurs qui parlent en portugais, italien, ils se débrouillent, allemand, ils se débrouillent, mais en fait, peu importe la langue, à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui parlent couramment l'anglais, on touche une grande partie du monde. Super. Moi, je m'interrogeais un peu sur les grandes différences entre le contrat de mariage d'une part et puis le prenuptial agreement de l'autre. Alors effectivement, ça répond à deux cultures complètement différentes. Parce que quand des époux se marient, dans les pays de droit civil, le mariage a des conséquences directes sur leur patrimoine et sur leur gestion. Ce qui n'est pas le cas des pays de la common law, où en fait, avant comme après mariage, chaque époux peut administrer seul tout le patrimoine qui est à son nom sans se poser de questions. Le mariage est neutre. Dans les pays de droit civil, à l'inverse, euh, il faut penser cette organisation patrimoniale entre époux. Autrement dit, il y a deux grands choix possibles, soit un régime séparatiste qui se rapproche du fonctionnement de la common law, soit un régime où les époux vont mettre quelque chose en commun, un régime de communauté ou de participation. Et c'est important parce que au moment de la dissolution du mariage, que ce soit par décès, changement de régime matrimonial ou divorce, on doit d'abord liquider le régime matrimonial, c'est-à-dire voir s'il y a lieu de faire euh, des, des comptes entre l'enrichissement d'un patrimoine propre, personnel, originaire, ou à l'inverse un enrichissement du patrimoine commun au profit ou au détriment de l'un de ces patrimoines. Ou si à l'inverse,
c'est comme dans le régime de la séparation de biens, chacun reprend ses billes. Ça a l'air très simple, mais parfois il y a également l'indivision qui s'insère dedans, hein. Euh, et donc, si les époux ne prévoient rien pour leur régime matrimonial, c'est tellement essentiel que c'est la loi qui prévoit pour eux. C'est ce qu'on appelle le régime légal. Donc, le conseil qu'on peut avoir à chaque fois, c'est de donner la main aux époux et de dire quel est votre choix. Donc, le règlement de l'Union européenne sur les régimes matrimoniaux définit le régime matrimonial comme l'ensemble des rapports patrimoniaux entre époux ou entre les époux et les tiers durant la vie du mariage et au moment de sa dissolution. Le prenuptial agreement, ça n'a pas du tout le même objet. Ça n'a qu'un seul objet. D'abord, c'est un contrat qui n'oppose que les époux entre eux. Ça ne regarde pas les tiers. Et le deuxième point, ça n'a que pour vision que le divorce. Et donc, c'est un moyen d'anticiper les modalités de financières, les modalités, le montant en cas de rupture par divorce. Donc, on voit que c'est pas du tout le même objet. Et c'est tellement peu, par exemple, dans la culture française, que la Cour de cassation, de façon régulière, considère qu'il est contraire à l'ordre public français que les époux puissent prédéterminer à l'avance la compensation financière qu'ils verseront en cas de divorce. Donc, c'est vraiment deux choses totalement distinctes. Donc, avec un régime matrimonial de droit civil, même si les époux prévoient le prix de la sortie ou les conséquences de la sortie, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sera probablement annulé et qu'on reviendra sur le régime légal, en tout cas sur les règles de droit, pour calculer, Non, d'une c'est part, pas exactement ça. Parce qu'en fait, il y a certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse autorisent parfaitement, dans un contrat de mariage, de prévoir une prédétermination des conséquences financières en cas de divorce. Là, c'est vraiment la notion française. Premier point. Et le deuxième point, je sais plus ce que je voulais dire. qu'on ne rentre pas Non, dans... oui, le deuxième point, c'est que la Cour de cassation française considère que c'est contraire à l'ordre public français parce qu'elle estime que seul un juge des tribunaux peuvent fixer les modalités de cette prestation compensatoire. Autrement dit, les époux n'ont pas la maîtrise, ne peuvent pas contractualiser la compensation qu'ils se verseront au divorce. D'accord. On a recoupé un instant, mais on va y arriver. On a recoupé un instant et je crois que vous aviez fini là-dessus. Oui, je disais que la Cour de cassation française considère que les époux ne peuvent pas contractualiser le montant et les modalités de la prestation compensatoire ou financière qu'ils devront se verser à l'un ou à l'autre en cas de divorce. Seul le juge peut déterminer ce montant-là et la façon dont cette prestation est servie. Ok. Est-ce que vous diriez que Qu'il y a une évolution possible. Moi, mon sentiment, mais c'est à titre personnel, donc ça n'engage que moi et pas la Cour de cassation. Je considère que si des époux ont fait un prenuptial agreement selon leur loi habituelle et qu'ils désignent pour régler leur divorce la même loi qui a permis de créer le prenuptial agreement, je ne vois pas pourquoi la Cour de cassation française viendrait annuler leur convention, d'autant plus qu'il semblerait, d'après ce que j'ai compris, au regard de la Convention de l'Haye sur les obligations alimentaires que dans son article 6, euh, justement, dans la mesure où les époux ont choisi leur loi du divorce, et bien, toutes les conséquences du divorce doivent obéir à cette loi qu'ils ont choisie. Donc, on doit...
Ok, ça a de nouveau coupé. Ouais, je suis désolé, pourtant les connexions Internet ont l'air bonnes des deux côtés, je sais pas. Il y a du Qu'est-ce qui se vent. passe. Mais vous disiez que, du coup, notamment en application de l'article 6 de la Convention de La Haye, lorsque les parties choisissent la loi applicable au divorce et qu'il s'agit celle selon laquelle a été dressé le prenuptial agreement, il n'y a pas de raison que la Cour de cassation s'en mêle et applique une autre loi. C'est mon opinion. Mais pour le moment, j'espère que la Cour de cassation va évoluer. De la même façon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les juges anglo-saxons avaient une sale tendance d'annuler les contrats de mariage faits devant notaire français. Et il semblerait que récemment, la Cour de justice, enfin la Cour suprême britannique commence à évoluer et commence à valider ces contrats-là. Mais on y reviendra peut-être après. D'accord. Quel est je m'interroge dans quelle situation est-ce qu'il y a un risque que les règles de droit français s'appliquent ou viennent perturber l'application d'un prenuptial agreement qui soit d'une autre nationalité? À quel moment est-ce qu'il y a un facteur d'extranéité tel que il faut regarder le contrat de mariage français, enfin le contrat de mariage selon des potentielles règles françaises? Je ne suis pas sûre que je comprenne votre question. Ou bien les époux ont fait un prenuptial agreement et c'est forcément soumis à une loi britannique ou américaine ou d'un pays anglo-saxon. D'accord. Soit c'est un contrat de mariage. Ils peuvent faire les deux, mais en fait, euh, le prenuptial agreement ne pourra être valide ou validé que si le divorce est intenté aujourd'hui devant une juridiction anglo-saxonne. Donc Ou les alors personnes peut-être en Allemagne, ou en Autriche ou en Suisse, mais en tout cas pas en France. Donc, les personnes qui ont un intérêt à s'intéresser à leur contrat de mariage, ce sont les Français, plus où qu'ils résident, plus les personnes de nationalité étrangère qui viendraient à résider en France ou avoir des intérêts prolongés en France. En fait, toute personne doit s'interroger sur son régime matrimonial, y compris dans un contexte franco-français. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes marié sous le régime de la communauté, c'est pas un régime adapté. Vous voyez, la question du régime matrimonial, elle se pose quelle que soit la nationalité et la résidence des époux. Ok. Alors, justement, sur ce contrat, si on fait bien les choses, qu'on vient vous voir en amont, qu'on cherche à anticiper ou prévenir les risques et notamment ceux de contestation, est-ce qu'il y a un formalisme particulier à appliquer, des choses auxquelles il faut faire attention? Alors, dans un contexte international, oui, il faut redoubler d'attention. Quand on a un couple franco-français qui va vivre en France, c'est assez simple. On sait qu'il faut un contrat de mariage devant un notaire français. C'est facile. En fait, pour respecter le règlement de l'Union européenne en date du 26 ou 24 juin 2016, je me souviens plus de la date exacte, 24 juin 2016, je crois, euh, il faut respecter deux types de formalisme. D'abord, le formalisme qui permet de choisir la loi applicable au régime matrimonial et ensuite le formalisme à la convention matrimoniale elle-même. Et c'est essentiel parce que, toujours malheureusement en cas de divorce, si on ne respecte pas cette forme, c'est très facile pour l'époux qui n'est pas très heureux sur cette convention matrimoniale de dire mais mon contrat est nul. Donc on va substituer finalement la loi applicable à notre dernière résidence au moment du divorce. D'accord? D'accord. Donc, ce formalisme, en principe, le règlement, c'est ultra simple. Il faut un écrit daté et signé des époux qui disent je choisis la loi, voilà, la loi Intel. Sauf que le principe est avalé par plein d'exceptions qui ont tendance à s'appliquer de façon plus importante que le principe. Je m'explique. La première exception, c'est lorsque les deux époux résident dans un État membre de l'Union européenne et que cet État membre de l'Union européenne prévoit un formalisme particulier, pour que le choix de loi soit valable, il faut respecter le formalisme de l'État membre où il réside. Je m'explique. Si deux Français
sont installés à Bruxelles, vivent en Belgique. Ils retournent en France auprès de leur famille pour célébrer leur mariage et sur leur conseil de leurs parents, ils vont faire un contrat de mariage devant leur notaire. Après la célébration du mariage, avant comme après, ils retournent et vivent en Belgique. Puis ils divorcent en Belgique. Eh bien, selon la loi belge, le contrat de mariage français n'est pas suffisant. Parce que comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne, il faut que le contrat de mariage soit enregistré dans l'état de leur résidence, dans un registre spécial de contrat de mariage. À défaut, eh bien, toutes les dispositions particulières ne sont pas applicables. La deuxième exception, si l'un des époux vit dans un État membre et l'autre vit dans un autre État membre, il suffit qu'il respecte au moins la forme de l'un des États membres. Reprenons notre cas. Une Française vit en France, un Français vit en Belgique. Ils se marient en France et ils vont s'installer en Belgique. Là, pour le coup, même si le contrat de mariage est fait selon la forme française, comme l'épouse vivait en France, le contrat de mariage sera valable. Troisième hypothèse, vous avez un époux qui est dans un État membre de l'Union européenne et un en dehors de l'Union européenne. Il faut impérativement respecter la forme de l'État membre de l'Union européenne. Exemple, j'ai une femme turque qui vit en Turquie, un homme turc qui vit en Allemagne. Ils vont faire leur contrat de mariage selon la forme turque. Puis madame va vivre et rejoindre son mari en Allemagne. Eh bien, le contrat de mariage pourra être attaqué parce que c'est la même chose en Allemagne qu'en Belgique. Il fallait enregistrer cette convention matrimoniale, ce choix de loi, dans un registre de contrat de mariage en Allemagne. Et donc, le contrat pourra être annulé. Pourtant, on ne peut pas en vouloir au cadi ou à l'autorité turque d'ignorer les dispositions de forme du règlement de l'Union européenne. Donc, cet exemple, j'attire votre attention, quel que soit l'avocat ou le juriste qui aide, quand il y a des éléments d'extranéité, double résidence, il est impératif de se mettre en rapport avec son conseil local pour être sûr de voir quelles sont les formes qui sont nécessaires pour que le contrat soit valable. Et alors, la question qui se pose très fréquemment, c'est avec les anglo-saxons. Supposons que nous avons une Française qui vit en France, qui se marie avec un Américain. Et finalement, ils décident de faire non seulement prenuptial agreement, mais également un contrat de mariage. Pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objets. Bien, le contrat de mariage devra être fait devant un notaire français pour respecter, puisque la madame vit en France et c'est l'État membre où on doit respecter la forme. Alors, pour l'anglo-saxon, la notion, le notaire, c'est un personnage bizarre, ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. C'est normalement un notary public, c'est celui qui certifie les signatures. Donc, il ne comprend absolument pas notre rôle. Donc, moi, si je reçois le notaire selon la forme française sans me préoccuper davantage de cette question, alors qu'en tant que notaire, je vérifie l'identité des parties, je vérifie qu'elles comprennent bien ce qu'elles disent, je vérifie la teneur, ce qu'elles signent, elles comprennent bien, et j'ai une obligation de conseil qui est quasiment une obligation de résultat. Ça, l'anglo-saxon ne le comprend pas. Finalement, ils vont divorcer aux États-Unis. Le juge américain va dire, mais ce contrat, il n'y avait qu'une seule personne qui représentait les deux époux, ça ne vaut rien. Moi, je vais juger en équité. Ce contrat de mariage, pour moi, n'existe pas. Et c'est là où je vous disais qu'il y a une évolution, en tout cas pour la Cour suprême britannique, qui commence tout doucement à respecter quand même notre façon de voir. Mais pour éviter ce genre de conflit, il est essentiel de faire en fait la double forme. L'acte notarié pour respecter la forme de l'État membre et la forme anglo-saxonne pour que ça soit inattaquable devant les juges anglo-saxons. Et la forme anglo-saxonne, il y a 4 conditions à respecter. La première, c'est qu'il faut que le projet de contrat avec la désignation de la loi applicable et la convention matrimoniale soit adressé aux parties à l'avance pour qu'elles en prennent connaissance. La deuxième condition, il faut que chaque époux comprenne bien ce qu'il signe. Donc, si j'ai affaire à un Américain qui ne maîtrise pas bien le français, il est impératif que ce contrat, ce projet soit traduit dans sa langue maternelle. Troisième condition, il faut que chacun soit assisté de son avocat. Donc, moi, notaire, qui reçois un contrat de mariage avec les anglo-saxons, j'ai les époux, mais chacun assorti de son avocat. Okay. Et quatrième condition, c'est ce que j'appelle les époux doivent se déshabiller.
Ils doivent révéler absolument tout leur patrimoine, ne rien cacher, leur patrimoine actuel et même indiquer leurs espérances futures, les héritages qu'ils peuvent être amenés à recevoir. Quand vous avez respecté ces 4 conditions, on a respecté la forme anglo-saxonne et là, on a peut-être des chances que le contrat que nous avons préparé pourra être exécuté en pays anglo-saxon. Ok. Et donc, juste par curiosité, cette condition de se déshabiller n'existe pas en droit français pur. Non, pas du tout. Pas du tout. N'oubliez pas que les juges anglo-saxons jugent en équité et l'équité, en fait, d'après ce que je comprends, c'est assez simple. En cas de divorce, on partage moitié-moitié, D'accord. 50-50. Mais peu importe si Cosette a épousé le comte Edmond de Rothschild. Oui. Donc Edmond de Rothschild devra partager moitié-moitié. Donc on fait abstraction du patrimoine familial, du patrimoine acquis avant mariage. Donc en fait, pour euh, des personnes qui veulent se marier sous la séparation ou même communauté et préserver le patrimoine familial, il faut veiller vraiment à respecter cette forme du contrat pour respecter leur volonté de garder, de préserver le patrimoine familial, par exemple. Ok. Ok. Alors, alors oui, le deuxième point que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il faut respecter la loi applicable à la convention matrimoniale choisie. Je m'explique, nous avons deux Vietnamiens qui vivent en France et qui veulent choisir la loi vietnamienne, parce qu'en fait, la loi applicable, c'est la loi de leur première résidence après mariage, mais chaque époux peut choisir sa loi nationale et puis choisir le régime, dans notre cas, un régime vietnamien. Il faudra que je vérifie la forme pour les conventions matrimoniales vietnamiennes. Là, c'est pas forcément la forme de la loi d'un État membre, ça peut être la loi d'un État complètement autre en dehors de l'Union européenne. Mais pour que mon contrat de mariage soit valable, je dois respecter la forme vietnamienne si finalement ils ont choisi la loi vietnamienne pour régir leurs relations matrimoniales. Ok. Ça, voilà, c'est le respect de cette forme. Le deuxième point, quelle loi choisir? Donc, j'ai évoqué la question. Normalement, la loi applicable, c'est la loi de la première résidence après mariage. Et sinon, chaque époux peut choisir la loi propre à leur nationalité. Et s'ils ont plusieurs nationalités, eh ben, ils ont autant de lois de disponibles, autant de lois qu'ils peuvent choisir. Et à l'intérieur de cette loi, ils ne sont pas tenus par le régime légal vietnamien ou chilien, peu importe. À l'intérieur de cette loi, ils peuvent choisir le régime conventionnel autorisé par cette loi. Alors, le seul écueil, ce sont les lois de police. Donc, je reviens à mes anglo-saxons, parce que c'est quand même quelque chose de fréquent que nous avons. N'oubliez pas, les anglo-saxons, à partir du moment où vous êtes seul propriétaire, vous avez toute la liberté de faire ce que vous voulez avec votre patrimoine. Alors nous, Français, si ce sont des anglo-saxons qui s'installent en France, on va leur opposer le fameux article 215. Même si vous êtes propriétaire, vous ne pouvez pas décider de vendre sans l'accord de votre conjoint. Règle de police qui a pour objectif non seulement de protéger le conjoint, mais de protéger aussi la société française, puisqu'on n'a pas à gérer l'expulsion ou l'expropriation de droits privés effectuée par celui qui est propriétaire. Loi de police, c'est dans un pays. Donc, deux Français qui se marient en France et qui vont s'installer en Thaïlande, puis le divorce en Thaïlande alors que monsieur a acheté seul sa résidence principale en Thaïlande. Est-ce que le juge thaïlandais qui sera saisi du divorce va respecter la loi de police française? J'en suis pas sûre. Voilà, mais ça vous donne un aperçu. Et autre point, dernier point sur lequel je voulais insister et qui est une véritable mine d'or pour les avocats, c'est le fameux article 24 du règlement de l'Union européenne du 24 juin 2016. Cet article permet à un époux qui n'est pas content au moment du divorce du régime matrimonial qui le lie, de dire devant le juge, ben en fait, je voudrais substituer la loi de résidence, de notre dernière résidence des époux, donc la loi du juge saisi, au lieu et place de notre première loi de résidence après mariage, ou au lieu et place de la loi que nous avons choisie dans notre régime matrimonial. Mais pour cela, il faut respecter 2 conditions. La première, avoir vécu matériellement de façon plus prolongée dans la dernière résidence où est introduit le divorce. Et la seconde, il faut que les tiers considèrent que les époux sont mariés sous la loi et le régime
du lieu où ils se sont intégrés dans leur environnement dans les dernières années de leur vie de mariage. Ok. Donc nous, notaires, on doit faire très très attention et je ne sais pas si tous les notaires ont conscience de cette importance-là. Quand même des Français achètent une résidence principale ou un bien immobilier en France, il faut bien poser la question, où se sont-ils mariés euh, après mariage? Bien, là, on a le réflexe normalement de poser la question de, ont-ils fait un contrat de mariage? Parce que si on dit par erreur qu'ils sont mariés sous le régime légal français, alors que nous avons un couple qui a vécu, avant de venir en France, 3 ans au Royaume-Uni et puis un an en Turquie, que sais-je, puis après ils viennent en France, eh bien, ils sont censés être mariés sous un régime assimilable à la séparation de biens français s'ils seront installés au Royaume-Uni, alors qu'en fait, l'épouse va dire, bah non, on est mariés sous le régime de la communauté. Euh, pardon. Euh, Si vous pouvez juste recommencer à... Non, en fait, on est marié sous le régime de la communauté. oui. Alors que l'épouse va dire, bah non, on est mariés sous le régime de la communauté. Pour preuve, on a fait toutes nos acquisitions, on a indiqué qu'on était mariés sous le régime légal français. Ah oui. Voilà. Donc, il faut faire très attention et savoir interroger les époux pour savoir où ils se sont mariés, où ils se sont installés après mariage. Voilà. Ok, donc je note qu'il y a effectivement presque un travail d'enquête que vous avez à faire, Oui. que j'ignorais en grande partie. Donc D'enquête et puis d'humilité pour se dire, je ne peux pas faire ma petite sauce moi toute seule, je vois tel élément d'extranéité, et c'est là l'intérêt d'un notaire spécialisé en droit international privé, j'ai mon réseau, donc je vais interroger mon homologue pour savoir ce que je dois faire, ce que je dois compléter. Voilà, c'est essentiel en fait. donc c'est vraiment l'intérêt de travailler Ben, à c'est pour ça plusieurs que avec je des suis membre de notaires. l'Union internationale des avocats, c'est justement pour étoffer mon réseau et avoir des avocats de tous les pays du monde. Ok, super. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. On va peut-être la clore, en tout cas la partie enregistrée.